Docteur Michel Bureau, bonjour, bienvenue chez BAM. Bonjour à tous, on a la chance aujourd'hui de vivre un événement assez exceptionnel, à savoir un médecin qui lance un mouvement citoyen à vocation politique, et ce quelques mois avant les prochaines élections. Michel Bureau, vous initiez un mouvement qui va peut-être bousculer le paysage politique de notre pays dans les prochains mois et prochaines années. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente succinctement. Donc vous êtes médecin, neurologue, diplômé à la fois en médecine et en philosophie. Vous êtes l'auteur d'un premier livre à succès intitulé Covid-19, crise sanitaire ou crise sociétale, et vous publiez ce mois-ci un deuxième ouvrage qui s'intitule Reprise en main citoyenne et qui constitue un réel programme politique. Vous allez nous raconter tout ça. Quelle est votre démarche et le sens de ce deuxième livre ? Merci beaucoup. Il s'agit en effet d'un livre, cette fois, qui est centré plutôt sur la politique. C'est un traité de politique qui est destiné aux citoyens libres, en fait. Alors, pourquoi faire un traité de politique ? Pour une raison un peu simple, c'est que nous sommes dans l'année des élections, tout le monde le sait, et que les sondages montrent que de plus en plus de personnes sont démotivées par les élections. Pourquoi sont-ils démotivés ? Eh bien, c'est ce qu'on essaye de comprendre. Cette démotivation les conduit parfois à vouloir choisir des extrêmes, aussi bien à gauche qu'à droite. La seconde raison, c'est que lorsque les sondages interrogent sur la raison de cette démotivation pour les élections, les personnes disent assez souvent qu'elles ont l'impression que le pouvoir est éloigné d'elles et qu'elles souhaiteraient que le peuple soit plus associé au pouvoir. Et c'est effectivement exactement ce que vous proposez dans votre ouvrage et dans votre projet politique. C'est une association du peuple au pouvoir. C'est très exactement ça. Nous demandons effectivement qu'il y ait une participation sous des modalités nouvelles du peuple au pouvoir, comme c'est une demande que l'on voit de plus en plus en Europe d'ailleurs et qui se dégage, oui. Et est-ce que vous considérez que votre mouvement politique est plutôt de gauche ou plutôt de droite sur l'échiquier ? Alors c'est une très bonne question. En réalité, nous ne sommes ni à gauche ni à droite, et je ne vais pas vous décevoir, mais nous ne sommes pas au centre non plus. Alors pourquoi ? Eh bien pour une raison simple, c'est qu'on estime que en fait la gauche actuelle est une fausse gauche, la droite est une fausse droite et donc il n'y a pas de centre non plus. En réalité, le système actuel ne convient plus aux citoyens et c'est pour ça que l'on observe en fait un divorce entre le monde politique et le monde des citoyens. Et qu'est-ce que vous reprochez au système actuel ? En quoi est-ce que c'est une fausse gauche et fausse droite ? Mais le système ne marche plus en fait parce que le monde change et que le cadre politique actuel ne suit pas. Et il ne suit pas parce que la manière dont la politique est faite ne convient plus aux citoyens, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Donc on a prévu, parce qu'il y a bien sûr de nombreuses thématiques qui sont traitées dans votre ouvrage, on a prévu de parler de deux sujets essentiels qui vous tiennent à cœur, à savoir la santé et l'éducation, et à la fin vous nous avez promis que vous lanceriez un appel aux citoyens. Donc restez bien jusqu'au bout. L'éducation tout d'abord, donc les derniers résultats de l'étude PISA ont montré qu'il y a un niveau de connaissance qui baisse chez les jeunes, est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, sans aucun doute. Peut-être, si vous me le permettez, mais juste avant de parler de l'éducation, vous dire que ce qui ne nous convient pas sur la forme et sur le fond, si vous voulez, c'est que nous regrettons un peu que la manière de communiquer avec les gens, par les politiciens actuels, c'est par des spots publicitaires. On voit de plus en plus des personnes qui s'expriment pendant quelques secondes à une minute sur des enjeux sociétaux importants. Est-il normal que l'on parle de l'avenir de nos jeunes ou de l'avenir de la société en quelques secondes ? Cela ne nous paraît pas tout à fait sérieux. Quant à la forme, si vous voulez, on a l'impression également que le problème de fond n'est pas abordé réellement et que les gens qui sont au pouvoir sont de plus en plus éloignés finalement des
des vrais enjeux de notre société. Pourquoi? Bien parce que pour s'attacher au pouvoir qu'ils occupent, ils n'hésitent pas à perdre finalement leurs prérogatives par les jeux des supranationales, par les jeux des multimilliardaires ou par les jeux des grands groupes de pouvoir, si vous voulez. Et lorsque les personnes qui nous représentent au pouvoir perdent ces prérogatives, eh bien en fait c'est le peuple qui recule puisqu'ils sont supposés nous représenter. Donc ça veut dire que la liberté recule, la démocratie recule, et c'est pour cela que nous considérons que sur le fond, la démocratie recule également. Et donc, quand vous me demandez de parler de l'éducation, effectivement, c'est un domaine sur lequel également la démocratie recule. Alors, l'éducation est un problème évidemment essentiel de société. C'est un problème essentiel parce que c'est elle qui fonde la démocratie. On voit dans l'étude PISA, effectivement, que le niveau de notre éducation diminue depuis les années 2000. Donc si c'est depuis les années 2000, ce n'est pas spécialement à cause de la crise sanitaire et de certaines déscolarisations qu'il y a eu à ce moment-là, mais c'est un phénomène plus ancien, apparemment. Effectivement, il y a une responsable politique qui a pensé devoir dire que c'était à cause de la crise sanitaire, mais cela est inexact pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette diminution a commencé en 2000. La seconde, c'est que si vous comparez les résultats, par exemple, du Japon, vous voyez qu'il y a une amélioration des performances scolaires dans ce pays de 38%, alors que la Belgique a une régression de ses performances de 41%. Et que je sache, le Japon a été touché par la crise sanitaire autant que la Belgique. Donc dans votre livre, vous parlez de l'environnement des jeunes qui a évolué dans nos pays occidentaux et notamment fortement en Belgique. Vous décrivez donc notamment l'omniprésence des écrans, des réseaux sociaux, un côté peut-être un peu abrutissant de certains contenus, et vous parlez également de la partie des individualismes qui est grandissante. Vous pourriez nous expliquer ça? Oui. On a parfois tendance à considérer, ou on entend dire, mais écoutez, les enfants maintenant, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, ça va plus. Avant, c'était beaucoup mieux. C'est exactement le même argument qu'on sortait à l'époque de Platon. Donc, il y a plus de 2000 ans qu'on nous sort la même chose. Si cet argument avait une quelconque pertinence, je crois que ça se saurait. Par contre, vous avez parfaitement raison de dire que ce qui est peut-être compliqué et difficile actuellement, c'est l'environnement, et c'est cet environnement qui change. Tout le monde voit bien que les écrans constituent un problème et que les enfants passent énormément de temps devant les écrans. C'est un problème pour les enfants, c'est un problème pour les parents pour essayer de les surveiller. Et ce qu'il faut dire à ce sujet, c'est que ce n'est pas la technologie qui doit faire l'éducation, mais c'est l'éducation qui doit nous montrer comment on doit s'occuper de la technologie. Et est-ce que ça se fait? Ben non, ça ne se fait pas. Alors, pourquoi ça ne se fait pas? Il suffit d'aller voir aux États-Unis où vous avez plusieurs États qui ont actuellement déposé des plaintes contre les GAFAM et contre TikTok parce qu'ils les accusent de mettre dans le contenu de leurs informations ce qui est nécessaire pour rendre nos enfants addictifs en fait de leur contenu, qui sont par ailleurs très pauvres sur le plan cognitif et sur le plan intellectuel. Donc on voit que le risque de dépendance aux écrans est tout à fait important et qu'il n'est pas bien géré dans le milieu scolaire. Ça, c'est un premier élément. Alors, un second élément, c'est l'individualisme. Vous avez parfaitement raison de le souligner. L'individualisme est un trait de nos sociétés matérialistes. C'est un problème très important. Il faut s'y attaquer parce qu'une société, elle est composée d'éléments, d'individus qui sont en interrelation. La société est formée d'êtres sociaux et donc il faut combattre toute forme d'individualisme. Les enseignants décrivent également une situation qui est de plus en plus difficile à gérer pour eux. Il y a de plus en plus de dépression parmi les enseignants. Il y a une crise des vocations. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, selon vous, à quoi c'est dû ? Oui. Les professeurs que je rencontre assez régulièrement, et d'ailleurs les étudiants aussi, se plaignent effectivement de leurs conditions de travail et mettent en avant essentiellement deux choses. La première, c'est qu'il y a un manque d'investissement, notamment dans les infrastructures. Lorsque vous avez des enfants qui rentrent dans des écoles où il n'y a pas de rideaux aux fenêtres, les conditions sont vétustes. Ils doivent avoir des cours pendant toute une journée et ils ont plusieurs heures de fourche où ils ne savent pas que faire. Et quand des professeurs sont malades, les professeurs ne sont même pas remplacés.
Alors, comment voulez-vous être motivé dans ces conditions? C'est très compliqué, c'est très difficile. Et quelles sont les solutions alors pour vous? Mais il y a encore une deuxième raison avant de parler des solutions et qui me paraît devoir être soulignée dans un contexte de démocratie qui est un peu défaillante. C'est qu'il y a sans arrêt des changements de programme, des changements de pédagogie qui sont imposés par les ministres, par l'administration, aux directions d'école et aux enseignants. Or, les directions d'école sont noyées dans des charges administratives sans fin et elles n'ont pas le temps de s'occuper des relations humaines. Et bien souvent, elles n'ont même pas le temps de mettre sur pied une méthode, qu'on leur demande déjà d'utiliser une nouvelle méthode sans même avoir évalué la précédente. Tout ça crée un dysfonctionnement important dans l'école. Alors, les solutions, bien évidemment, il faut d'abord investir pour que les infrastructures soient correctes, qu'un enfant ait envie d'aller à l'école. Ça me paraît important. Ensuite, les directions d'école et les enseignants, ce sont des sources extrêmement précieuses de connaissances. C'est quand même elles qui sont auprès de nos enfants. C'est elles qui les entendent, qui les écoutent. Quand ces enfants souffrent, c'est aux professeurs qui viennent se confier, etc. Donc, c'est bien ces personnes-là qui sont les mieux en charge, en fait, pour comprendre ce qu'il faut changer dans l'enseignement. Il faut d'abord faire confiance à toute cette intelligence collective avant de vouloir tout imposer par le haut. Donc effectivement, vous souhaitez donner davantage d'humains et davantage de moyens à l'éducation. Le programme scolaire lui-même devrait quand même évoluer dans une certaine direction, selon vous? Oui, on se rend bien compte que, par exemple, il y a des entreprises qui demandent des emplois et on voit que l'enseignement n'arrive pas à fournir des personnes compétentes dans ces emplois. Il faudrait qu'on arrive à trouver une meilleure adéquation entre ce que cherche la société et ce que l'enseignement fournit. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si on veut que nos enfants deviennent des citoyens qui se posent les vraies questions, mais il faut leur parler des vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est quoi? Eh bien, c'est leur dire, par exemple, mais qui dirige le monde? Où est le vrai pouvoir? C'est quoi le progrès? C'est quoi le bonheur? C'est quoi les spiritualités? C'est quoi nos racines? Est-ce qu'il est normal que l'on veuille maîtriser la nature ou est-ce qu'il faut plutôt vivre en harmonie avec elle? L'argent, d'où ça vient? Comment est-ce que c'est fabriqué? À quoi ça sert? Ce sont des questions essentielles quand on veut entrer dans une société et ce sont des questions auxquelles on ne prépare pas nos enfants. On ne le fait certainement pas tôt assez si on veut en faire des citoyens responsables dans une vraie démocratie. On sent en tout cas que ce sujet vous passionne. Racontez-moi, pour quelles raisons est-ce que c'est si important à vos yeux? C'est un sujet passionnant parce qu'il faut bien se rendre compte que si on continue à diminuer le niveau de l'éducation comme on le fait, on va bientôt reprocher en fait au peuple de ne pas avoir la compétence de se prendre en charge. Et donc, on va dire à quelques personnes de s'occuper du peuple. Eh bien ça, c'est exactement la définition d'un régime autoritaire. Et nous, dans notre programme et dans notre livre, ce qu'on veut, c'est exactement l'inverse. C'est rétablir une démocratie vraie en ramenant le peuple au pouvoir. Merci, on va en arriver maintenant à notre deuxième thématique, donc la santé. C'est une problématique bien sûr qui a été essentielle pendant la crise sanitaire, mais qui nous concerne tous tout au long de notre vie. Il y a notamment une série de projets de réforme au niveau des traités pandémie où l'OMS pourrait s'accaparer une partie de notre souveraineté avant de traiter de ce point particulier. Question générale d'abord, comment est-ce que vous appréhendez le domaine de la santé, à la fois en tant que médecin, mais en tant que porteur d'un projet politique ? Bien, je vais partir de ce qui serait peut-être les attentes de tout un chacun. Moi, je crois que chacun estime qu'il a le droit d'avoir les meilleurs soins. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Tout le monde sera d'accord qu'il a le droit de pouvoir choisir librement le médecin dans lequel il a la plus grande confiance et qu'il a le droit de choisir le traitement qui lui convient. Tout ça, ce sont des évidences, tout le monde est d'accord là-dessus, non? En effet, on pourrait penser que ce sont des évidences, et pourtant ces évidences commencent à l'être de moins en moins. D'ailleurs,
si vous avez remarqué, mais l'espérance de vie aux États-Unis, qui a toujours grandi depuis des années, depuis 2014, c'est en train de diminuer. Donc en fait, il y a beaucoup d'évidence dans la médecine, comme il est normal qu'il y ait ceci, il est normal que cela. Il y a beaucoup d'évidences qui sont en train finalement de devenir beaucoup moins certaines. On a probablement beaucoup investi dans la technologie en médecine, mais la médecine, elle a aussi besoin beaucoup de ressources humaines. Elle a besoin de médecins qui ont suffisamment de temps à passer auprès de leurs malades. La médecine, elle a besoin de suffisamment de médecins. Pourquoi mettre des numerus clausus quand on voit qu'il faut 1 an pour avoir un rendez-vous quelque part? La médecine, elle a besoin que l'on ait de l'humanité auprès de nos patients. Elle a besoin de diversité aussi. Elle a besoin que la relation médecin-malade soit le centre. Vous savez, le médecin traitant, c'est celui qui connaît le mieux son patient. Il connaît son histoire, il connaît les parents, il connaît les voisins, le pourquoi, le comment. Toutes choses qui sont extrêmement importantes si vous voulez prendre en charge votre patient de manière globale. Et donc il faut réhumaniser la médecine parce que la technologie a eu tendance à faire l'inverse, si je comprends bien. Est-ce qu'on peut dire que la médecine finalement n'est pas une science exacte mais plutôt un art ? C'est absolument ça. Nous savons bien que nous parlons toujours de l'art médical. Il y a les sciences médicales, mais c'est un art avant tout. Et nous pensons qu'il faut préserver cet art en préservant l'indépendance du médecin, en préservant l'indépendance des pharmaciens et en préservant l'indépendance des traitements. Et or, de plus en plus, on peut penser que cette indépendance des traitements, par exemple, est menacée. Et pour quelle raison est-ce qu'il est menacé ? Bien, elle est menacée parce que de plus en plus dans médecine, on voit des experts qui sont proches des firmes pharmaceutiques et donc qui ont assez souvent des conflits d'intérêts, qui décident de protocoles de soins, ce qu'on appelle en anglais les evidence-based medicine. Et ces protocoles de soins sont fortement suggérés et ils sont même parfois imposés aux médecins et donc ils le sont également aux patients. Et donc quelque part les entreprises pharmaceutiques sont en train de devenir un acteur dominant qui prend des décisions et qui gère finalement ce qu'ils appellent le marché de la santé ? Oui, les firmes pharmaceutiques, ce sont des firmes, il faut bien le savoir, tout le monde le sait, qui sont privées. Donc la première chose dont elles s'occupent, ce n'est pas nécessairement de la santé des gens, mais c'est plutôt de la santé de leurs actionnaires. Donc, il faudrait peut-être, si vous voulez, comprendre que si des firmes pharmaceutiques commencent à décider des protocoles de soins pour nos patients, elles vont le faire probablement en pensant faire du bien à nos patients, mais également parce que financièrement, c'est intéressant pour elles. Et ça est un vrai problème parce que c'est à la base d'un conflit d'intérêts. Il y a eu des condamnations d'ailleurs de certaines firmes pharmaceutiques qui ont été condamnées pour publicité mensongère. Il est totalement inacceptable de savoir que des grandes firmes pharmaceutiques, nous sortons d'une crise sanitaire, tout le monde sait de quoi je peux parler ici, sont régulièrement condamnées, mais quand je dis régulièrement condamnées, ce n'est pas 2-3 fois, c'est des dizaines de fois. Elles sont condamnées à des centaines de millions de dollars d'amende pour des faits extrêmement graves, des faits de corruption active, des faits de falsification de résultats expérimentaux, des faits de masquage d'effets secondaires de leur traitement. Et elles n'en ont cure parce que de toute manière, elles retirent des bénéfices tellement énormes que ces amendes ne les gênent pas beaucoup. Et pour rappel, les bénéfices qu'elles retirent sortent d'où ? De nos caisses sociales, bien évidemment. Bref, il y aurait besoin d'un encadrement de ce marché davantage. Est-ce qu'une instance internationale comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pourrait être effectivement un cadre pour mieux réguler le secteur de la santé ? Alors, on pourrait penser que l'OMS, ayant une espèce de statut bien particulier, pourrait servir d'élément régulateur. Cependant, l'OMS a de nombreux conflits d'intérêts liés à un élément tout simple, c'est que son financement est à la fois privé et public, et que le financement privé est fait par des personnes ou par des sociétés qui elles-mêmes sont impliquées dans le domaine de la santé. C'est tous les partenariats publics-privés avec une implication qui crée ces conflits d'intérêts en fait.
Exactement. Et dans un domaine aussi important que celui de la santé, c'est tout à fait anormal. Et d'ailleurs, ils sont en train de pousser le bouchon encore un peu plus loin, puisque nous savons qu'un programme qui s'appelle One Health est en cours actuellement, qui est un programme qui se veut être un programme de gouvernance mondiale, si vous voulez. Et donc là, l'idée de l'OMS, c'est que dans toute une série de secteurs de la santé, et même, et c'est absolument impressionnant, dans celui de la santé mentale, je tiens à le souligner parce que peu de gens le savent, eh bien, il voudrait en fait décider pour le monde entier de ce qui doit être donné comme traitement. Ça veut dire qu'ils auraient le choix du médicament, de où il serait fabriqué, de comment il serait transporté, de où il serait vendu et à quel prix il serait vendu. Inutile de dire que nous n'aurions plus le choix de grand-chose et que le médicament et la santé deviendraient un objet de marketing. Or, la santé, c'est un bien commun et en aucune manière, ça ne peut devenir un objet de marketing. En conclusion, quel message essentiel est-ce que vous aimeriez faire passer aujourd'hui aux auditeurs de BAM ? Si j'avais un message à faire passer, c'est de dire que beaucoup de personnes veulent se détourner actuellement des élections ou aller vers les extrêmes. Si des personnes décident d'aller vers les extrêmes, ils restent dans le même système que celui qu'ils réprouvent, si vous voulez, mais en faisant encore pire. Donc ça ne sert à rien, que ce soit de ne pas aller voter ou d'aller vers les extrêmes. S'ils votent pour les gens qui sont là, ils vont voter pour quelque chose qui ne change pas depuis des dizaines d'années. Et c'est ce qu'on voit dans les sondages aussi. Donc il faut se tourner vers autre chose. Il faut se tourner vers des mouvements qui ont compris qu'il fallait une autre politique, qu'il fallait changer de paradigme. Et c'est ce que nous proposons. Et donc il y a la possibilité de vous contacter si on souhaite, parce que vous parliez d'un appel aux citoyens, si on souhaite pouvoir se joindre à votre mouvement ? Oui, donc notre but c'est d'essayer de réunir un maximum d'associations citoyennes pour pouvoir former une masse critique suffisante et proposer une alternative valable. Donc si l'on veut chercher à nous contacter, on peut nous envoyer un mail sur contact@mouvement RMC, RMC pour reprise en main citoyenne. Et puis .be à la fin. Et avec .be à la fin, bien entendu. Et alors, la seconde manière de nous contacter, cela ce sera à travers des conférences que nous allons démarrer maintenant à travers le pays, où nous allons expliquer les différents thèmes que nous avons effleurés aujourd'hui et qui sont développés dans ce livre. Et il y a encore bien d'autres thématiques, je vous invite effectivement à le lire et à assister aux conférences. Michel Bureau, merci beaucoup pour cette brève interview d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe de BAM, je vous remercie chaleureusement et je vous souhaite tous nos vœux de succès pour ce projet Reprise en main citoyenne. Merci. Ce fut un grand plaisir.